Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage. Au bout de la nuit, on est ensemble ce soir pour quelques heures de lecture. Je vous le disais précédemment, les aventures de notre ami le Nabab, une œuvre d'Alphonse Daudet, l'illustre auteur des Lettres de Montmoulin que je vous avais lu précédemment sur ce canapé il y a quelques mois, pour les plus assidus parmi vous. Mais ce soir, je vous propose de se replonger donc dans les aventures avec les aventures du Nabab. Il s'agit d'un roman qui décrit les mœurs de la vie parisienne sous le Second Empire à travers différents personnages et différentes intrigues politiques. Alors, on a trois protagonistes principaux, notamment le docteur Jenkins, le duc de Morat et le fameux Bernard Jean Soulet. Mais qui est cet homme, plus communément surnommé le Nabab, qui n'est autre qu'une sorte d'aventurier qui s'est construit une mystérieuse et colossale fortune en Tunisie, avec un passé un peu sombre, enfin en tout cas des zones d'ombre qu'on va éclaircir dans les 2 prochains épisodes. C'est pour ça que je vous propose de rester avec moi sur D8. Vous pouvez également m'écrire, vous le savez, je vous le répète, mais je le dis jamais assez. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux directement en tapant le hashtag VBN qui s'affiche juste là, en bas de l'écran. Vous m'envoyez vos commentaires, vos avis, vos questions, vos impressions, peut-être même votre mécontentement, ça peut arriver parfois, par rapport à l'émission, ou plutôt vos encouragements, enfin ce que vous voulez nous écrire. On vous répondra avec grand plaisir. Pour l'heure, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on reste ensemble cette nuit et je continue pour vous la lecture du Nabab d'Alphonse Daudet. Très belle nuit sur D8. On se figure le supplice de Monsieur Joyeuse, obligé d'inventer des épisodes, des anecdotes, sur le misérable qui l'avait si férocement congédié après 10 ans de bons services. Pourtant, il jouait sa petite comédie, de façon à tromper complètement tout le monde. On n'avait remarqué qu'une chose, c'est que le père, en rentrant le soir, se mettait toujours à table avec un grand appétit. Je crois bien, depuis qu'il avait perdu sa place, le pauvre homme ne déjeunait plus. Les jours se passaient, Monsieur Joyeuse ne trouvait rien. Si, une place de comptable à la caisse territoriale, mais qu'il refusait, trop au courant des opérations de banque de tous les coins et recoins de la bohème financière en général et de la caisse territoriale en particulier pour mettre les pieds dans cet antre. Mais, lui disait Passageon, car c'était Passageon qui rencontrant le bonhomme et le voyant sans emploi, lui avait parlé de venir chez Paganetti. Mais puisque je vous répète que c'est sérieux, nous avons beaucoup d'argent, on paye, on m'a payé, regardez comme je suis flambant. En effet, le vieux garçon de bureau avait une livrée neuve et sous sa tunique à boutons argentés, sa bedaine s'avançait majestueuse. N'importe, Monsieur Joyeuse ne s'était pas laissé tenter, et même après que Passageon arrondissant ses yeux bleus à fleur de tête, lui eût glissé empathiquement dans l'oreille ces gros mots de promesse. Le Nabab est dans l'affaire. Même après cela, Monsieur Joyeuse avait eu le courage de dire non. Ne valait-il pas mieux mourir de faim que d'entrer dans une maison fallacieuse dont il serait peut-être un jour appelé à expertiser les livres devant les tribunaux? Il continua donc à courir, mais découragé, il ne cherchait plus. Comme il lui fallait rester dehors, il s'attardait aux étalages sur les quais, s'accoudait des heures au parapet, regardait l'eau couler et les bateaux qu'on déchargeait. Il devenait ce flâneur qu'on rencontre au premier rang des attroupements de la rue, s'abritant des averses sous les porches, s'approchant pour se chauffer des poêles en plein air où on fume le goudron, des asphalteurs s'affaissant sur un banc du boulevard lorsque ses pas ne pouvaient plus le porter. Ne rien faire, mais quel bon moyen de s'allonger la vie. À certains jours, cependant, quand Monsieur Joyeuse était trop las ou le ciel trop féroce, il attendait au bout de la rue que ces demoiselles eussent refermé leurs croisées et revenant à la maison le long des murailles monter l'escalier
bien vite passer devant sa porte en retenant son souffle, en se réfugiant et se réfugier chez le photographe André Marane qui, au courant de son infortune, lui faisait cet accueil apitoyé que les pauvres diables ont entre eux. Les clients sont rares, si près des banlieues. Il restait de longues heures dans l'atelier à causer tout bas, à lire à côté de son ami, à écouter la pluie sur les vitres ou le vent qui soufflait comme en pleine mer, heurtant les vieilles portes et les châssis, en bas, dans le chantier de démolition. Au-dessous, il entendait des bruits connus et pleins de charme. Des chansons envolées, du contentement d'une tâche, des rires assemblés, la leçon de piano que donnait bonne maman, le tic-tac du métronome, tout en remue-ménage délicieux qui lui chatouillait le cœur. Il vivait avec ses chéris qui, certes, ne croyaient pas l'avoir si près d'elle. Une fois, pendant une absence de Marane, Monsieur Joyeuse, gardant fidèlement l'atelier et son appareil neuf, entendit frapper 2 petits coups au plafond du 4e. 2 coups séparés, très distincts, puis un roulement discret, comme un trot de souris. L'intimité du photographe, avec ses voisins, autorisait bien ses communications de prisonnier. Mais que cela signifiait? Comment répondre à ce qui semblait un appel? À tout hasard, il répéta les 2 coups, le tambourinement léger et la conversation en resta là. Au retour d'André Marane, il eut l'explication du fait. C'était bien simple. Quelquefois, au courant de la journée, ces demoiselles qui ne voyaient leurs voisins que le soir s'informaient de ces nouvelles. Si la clientèle allait un peu. Le signal entendu voulait dire « Est-ce que les affaires vont bien aujourd'hui ?» Et Monsieur Joyeuse avait répondu d'instinct sans savoir. « Pas trop mal pour la saison, ma foi. » Bien que le jeune Marane fût très rouge en affirmant cela, Monsieur Joyeuse le croyait sur parole. Seulement cette idée de communication fréquente entre les 2 ménages lui fit peur pour le secret de sa situation et dès lors, il s'abstint de ce qu'il appelait ses journées artistiques. D'ailleurs, le moment approchait où il ne pourrait plus dissimuler sa détresse. La fin du mois, arrivant, compliquée d'une fin d'année. Paris prenait déjà sa physionomie de fête des dernières semaines de décembre. En fait de réjouissance nationale ou populaire, il n'a guère plus que celle-là. Les folies du carnaval sont mortes, en même temps que Gavarnie. Les fêtes religieuses dont on entend à peine le carillon sur le bruit des rues s'enferment derrière leurs lourdes portes d'église. Le 15 août n'a jamais été la Saint-Charlemagne des casernes, mais Paris a gardé le respect du jour de l'an. Dès le commencement de décembre, un immense enfantillage se répand par la ville. On voit passer des voitures à bras remplis de tambours dorés, de chevaux de bois, de jouets à la douzaine. Dans les quartiers industrieux du haut en bas des maisons à 5 étages des vieux hôtels du Marais, où les magasins ont de si hauts plafonds et de doubles portes majestueuses, on passe les nuits à manier de la gaze, des fleurs, du paillon, à coller des étiquettes sur des boîtes satinées, à trier, marquer, emballer les 1000 détails du joujou, ce grand commerce auquel donne le cachet de son élégance. Cela sent le bois neuf, la peinture fraîche, le vernis reluisant. Et dans la poussière des mansardes, par les escaliers misérables où le peuple met toutes les boues qu'il a traversées, traînent des copeaux de bois de rose, des rognures de satin et de velours, des parcelles de clinquant, tous les débris du luxe employé pour l'éblouissement des yeux enfantins. Puis les étalages se parent, derrière les vitrines claires. La dorure des livres des traînes monte comme un flot scintillant sous le gaz les étoffes de couleurs variées et tentantes, montrant leurs plis cassants et lourds, pendant que les demoiselles de magasin, les cheveux en étage, un ruban sous leur col, font l'article, un petit doigt en l'air, ou remplissent des sacs de moire dans lesquels les bonbons tombent en pluie de perles. Mais en face de ce commerce bourgeois, bien chez lui, chauffé, retranché derrière ses riches devantures, s'installe l'industrie improvisée de ces baraques de planches, ouvertes au vent de la rue et dont la double rangée donne au boulevard de l'aspect d'un mail forain. C'est là qu'est le vrai intérêt et la poésie des étrennes.
luxueuse dans le quartier de la Madeleine, bourgeoise vers le boulevard Saint-Denis, plus peuple, entre guillemets, en remontant vers la Bastille, ces petites baraques se modifient pour leur public, calculent leurs chances de succès au porte-monnaie plus ou moins garni des passants. Entre elles se dressent des tables volantes, chargées de menus objets, miracle de la petite industrie parisienne, bâtie de rien, frêle, chétif, que la vogue entraîne quelquefois, dans son grand coup de vent à cause de leur légèreté même. Enfin, au long des trottoirs perdus dans la ville, des voitures qui frôlent leur marche errante, les marchandes d'oranges complètent ce commerce ambulant, entassant les fruits couleur de soleil sous leurs lanternes de papier rouge, criant la Valence, dans le brouillard, le tumulte, la hâte excessive que Paris met à finir son année. D'ordinaire, Monsieur Joyeuse faisait partie de cette foule affairée qui circule avec un bruit d'argent en poche et des paquets dans toutes les mains. Il courait en compagnie des bonnes mamans à la recherche des étrennes pour ces demoiselles s'arrêter devant des petits marchands émus du moindre client, sans l'habitude de la vente, et qui ont basé sur cette courte phase des projets de bénéfices extraordinaires. C'était des colloques, des réflexions, un embarras du choix interminable dans ce petit cerveau, compliqué toujours au-delà de la minute présente et de l'occupation du moment. Cette année, hélas, rien de semblable. Il errait mélancoliquement dans la ville en liesse, plus triste, plus désœuvré de toute l'activité environnante, heurté, bousculé, comme tous ceux qui gênent la circulation des actifs, le cœur battant d'une crainte perpétuelle, car bonne maman, depuis quelques jours, lui faisait à table des allusions clairvoyantes et significatives à propos des étrennes. Aussi évitait-il de se trouver seul avec elle. Lui avait-il défendu de venir le chercher à la sortie du bureau. Mais malgré tous ses efforts, le moment approchait, il le sentait bien, où le mystère serait impossible et son lourd secret dévoilé. Elle était donc bien terrible, cette bonne maman, que Monsieur Joyeuse la craignait si fort. Mon Dieu, non. Un peu sévère, voilà tout, avec un joli sourire qui graciait à la minute tous les coupables. Mais Monsieur Joyeuse était un craintif, un timide de naissance, 20 ans de ménage avec une maîtresse femme, une personne de la noblesse, comme il disait, l'ayant esclavagé pour toujours comme ces forçats qui, après leur temps de fer, doivent encore subir une période clé sous surveillance. Il y en avait pour toute sa vie. Un soir, la famille Joyeuse était réunie dans ce petit salon, dernière épave de sa splendeur, où il restait 2 fauteuils capitonnés, beaucoup de garnitures au crochet, un piano, 2 lampes, carcelles, coiffées de petits chapeaux verts et un bonheur du jour rempli de bibelots. La vraie famille est chez les humbles. Par économie, on allumait pour la maison entière qu'un seul feu et qu'une lampe autour de laquelle toutes les occupations, toutes les distractions se groupaient, bonnes grosses lampes de famille dont le vieil abat-jour, des scènes de nuit semées de points brillants, avaient été l'étonnement et la joie de toutes ces fillettes dans leur petite enfance. Sortant doucement de l'ombre de la pièce, 4 jeunes têtes se penchaient, blondes ou brunes, souriantes ou appliquées, sous ce rayon intime et réchauffant qui les éclairait à la hauteur des yeux, semblait alimenter la flamme de leur regard, la jeunesse lumineuse sous leur front transparent, les couverts, les abritait, les gardait du froid, noir, ventant, dehors, des fantômes, des embûches, des misères, des terreurs, de tout ce que promène de sinistre une nuit d'hiver parisien au fond d'un quartier perdu. Ainsi serré dans une petite pièce en haut de la maison, déserte, dans la chaleur, la sécurité de son intérieur bien garni et soigné, la famille Joyeuse a l'air d'un nid tout en haut d'un grand arbre. On coud, on lit, on cause un peu. Un sursaut de la flamme, un pétillement du feu, voilà ce qu'on entend avec de temps à autre une exclamation de Monsieur Joyeuse, un peu en dehors de son petit cercle, perdu dans l'ombre où il abrite son front, anxieux, et toute les démences de son imagination. Maintenant, il se figure que, dans la détresse où il se trouve acculé, dans cette nécessité absolue de tout avouer à ses enfants, ce soir, au plus tard demain, il lui arrive un secours inespéré.
Ermelingue, pris de remords, lui envoie, comme à tous ceux qui ont travaillé au Tunisien, sa gratification de décembre. C'est un grand laquais qui l'apporte, de la part de monsieur le baron. L'imaginaire dit cela tout haut. Les jolis visages se tournent vers lui, on rit, on s'agite, et le malheureux se réveille en sursaut. Oh, comme il s'en veut à présent de sa lenteur à tout avouer, de cette sécurité menteuse maintenue autour de lui, et qu'il va falloir détruire tout à coup. Aussi, quel besoin avait-il de critiquer cet emprunt de Tunis ? Il se reproche même à cette heure de n'avoir pas accepté une place à la caisse territoriale. Est-ce qu'il avait le droit de refuser ? Ah, ce triste chef de famille, sans force pour garder ou défendre le bonheur des siens. Devant le joli groupe encerclé par abat-jour, dont l'aspect reposant forme un si grand contraste avec ses agitations intérieures, il est pris d'un remords si violent pour son âme faible que son secret lui vient aux lèvres. Il va lui échapper dans un débordement de sanglots quand un coup de sonnette, pas chimérique celui-là, les fait tous tressaillir et l'arrête au moment de parler. Qui pouvait donc venir à cette heure ? Il vivait à l'écart, depuis la mort de la mère, ne fréquentait presque personne. André Marane, quand il descendait passer un moment avec eux, frappait familièrement comme ceux pour qui la porte est toujours ouverte. Profond silence dans le salon. Long colloque sur le palier. Enfin, la vieille bonne, elle, était dans la maison depuis aussi longtemps que la lampe. Introduisit un jeune homme complètement inconnu qui s'arrêta, saisi devant l'adorable tableau des 4 chéris pressés autour de la table. Son entrée en fut intimidée, un peu gauche. Pourtant, il expliqua fort bien le motif de sa visite. Il était adressé à Monsieur Joyeuse par un brave homme de sa connaissance, le vieux Passageon, pour prendre des leçons de comptabilité. Un de ses amis se trouvait engagé dans de grosses affaires d'argent, une commandite considérable. Lui aurait voulu le servir en surveillant l'emploi des capitaux, la droiture des opérations, mais il était avocat, peu au courant des systèmes financiers du langage de la banque. Est-ce que Monsieur Joyeuse ne pourrait pas en quelques mois à 3 ou 4 leçons par semaine ? Mais si, monsieur, bien sûr, bégayait le père tout étourdi de cette chance inespérée. Je me charge parfaitement, en quelques mois, de vous rendre apte à ce travail de vérification. Où prendrons-nous nos leçons ? Chez vous, si vous le permettez, dit le jeune homme, car je tiens à ce qu'on ne sache pas que je travaille. Seulement, je serai désolée si chaque fois que j'arrive, je mets tout le monde en fuite, comme ce soir. En effet, dès les premiers mots du visiteur, les 4 têtes bouclées avaient disparu, avec des petits chuchotements, des froissements de jupes, et le salon paraissait bien nu, maintenant que le grand cercle de lumière blanche était vide. Toujours très ombrageux quand il s'agissait de ses filles, Monsieur Joyeuse répondit que ces demoiselles se retiraient tous les soirs de bonne heure. Cela d'un petit ton bref qui signifiait très nettement « Parlons de nos leçons, jeune homme, je vous prie ». On convint alors des jours, des heures libres dans la soirée. Quant aux conditions, ce serait que ce que monsieur voudrait. Monsieur dit un chiffre. Le comptable devint tout rouge. C'était ce qu'il gagnait chez Ermelingue. Oh non, c'est trop. Mais l'autre ne l'écoutait plus. Cherchait, tortillait sa langue comme pour une chose très difficile à dire, et tout à fait résolument. Voilà votre premier mois. Mais, monsieur, le jeune homme insista. On ne le connaissait pas, il était juste qu'il paya d'avance. Évidemment, Passageon l'avait prévenu. Monsieur Joyeuse le comprit, et à demi-voix. Merci. Oh, merci, tellement ému que les paroles lui manquaient. C'était la vie pendant quelques mois, le temps de se retourner, de retrouver une place. Ces mignonnes ne manqueraient de rien, elles auraient leurs étrennes. Oh, joie, oh, providence. Alors à mercredi, monsieur Joyeuse. À mercredi, monsieur. De Guéry, Paul de Guéry. Tous deux se séparèrent ravis, éblouis l'un de l'apparition de ce sauveur inattendu, l'autre de l'adorable tableau qui n'avait fait qu'entrevoir toute cette jeunesse féminine groupée autour de la table couverte de livres.
de cahiers, des chevaux, avec un air de pureté, d'honnêteté laborieuse. Il y avait là pour de Guéry tout un Paris nouveau, courageux, familial, bien différent de ce qu'il connaissait déjà. Un Paris dont les feuilletonistes ni les reporters ne parlent jamais et qui lui rappelait sa province avec un raffinement en plus. Ce que la mêlée, le tumulte environnant, prête de charme au tranquille refuge épargné. Chapitre 6. Félicia Ruiz. Et votre fils Jenkins, qu'est-ce que vous en faites? Pourquoi ne le voit-on plus chez vous? Il était gentil, ce garçon. Tout en disant cela de ce ton de brusquerie dédaigneuse, qu'elle avait presque toujours lorsqu'elle parlait à l'Irlandais, Félicia travaillait au buste du nabab qu'elle venait de commencer. Posait son modèle, quittait et reprenait l'ébauchoir, essuyait lestement ses doigts à la petite éponge, tandis que la lumière et la tranquillité d'un bel après-midi de dimanche tombaient sur la rotonde vitrée de l'atelier. Félicia recevait tous les dimanches, si c'est recevoir que laisser sa porte ouverte, les gens entraient, sortir, s'asseoir un moment, sans bouger, pour eux, de son travail, ni même interrompre la discussion commencée pour faire accueil aux arrivants. C'étaient souvent des artistes, têtes fines, barbes rutilantes, avec ça et là une toison blanche, de vieux romantiques, amis du père Ruiz, puis des amateurs, des hommes du monde, des banquiers, des agents de change. Quelques jeunes gandins venus plus tôt pour la belle fille que sa sculpture, pour avoir le droit de dire au club le soir « J'étais aujourd'hui chez Félicia ». Parmi eux, Paul de Guéry, silencieux, absorbé dans une admiration qui lui entrait au cœur chaque jour un peu plus. Cherchait à comprendre le beau sphinx enveloppé de cachemire pourpre, de guipure écrue qui taillait bravement, en pleine glaise un tablier de brunisseuse. Remontait presque jusqu'au cou, laissant la tête petite et fière, émerger avec ses tons transparents, ces lueurs de rayons voilés dont l'esprit et l'inspiration colorent les visages en passant. Paul se rappelait toujours de ce qu'on avait dit d'elle devant lui. Essayait de se faire une opinion, douter, plein de troubles, et charmé, se jurant chaque fois qu'il ne reviendrait plus et ne manquant pas un dimanche. Il y avait là aussi de fondation, toujours à la même place, une petite femme en cheveux gris, époudrée, une fanchon autour de sa figure rose, pastel un peu effacée par les ans, qui sous le jour discret d'une embrasure souriait doucement, les mains abandonnées sur ses genoux, dans une immobilité de fakir. Jenkins aimable, la face ouverte, avec ses yeux noirs, son air d'apôtre, allait de l'un à l'autre, aimé et connu de tous. Lui non plus ne manquait pas un des jours de Félicia. Et vraiment, il y mettait de la patience. Toutes les rebuffades de l'artiste, de la jolie femme, étaient réservées à lui seul. Sans paraître s'en apercevoir avec la même sérénité, souriante, indulgente, il continuait à venir chez la fille de son vieux Ruiz, de celui qu'il avait tant aimé, soigné, jusqu'à la dernière minute. Cette fois, cependant, la question que venait de lui adresser Félicia à propos de son fils lui parut extrêmement désagréable. Et c'est le sourcil froncé avec une expression réelle de mauvaise humeur qu'il répondit. « Ce qu'il est devenu, ma foi, je n'en sais pas plus que vous. Il nous a quittés, tout à fait, il s'ennuyait chez nous. Il n'aime que sa bohème. » Félicia eut un bond qui les fit tous tressaillir, et l'œil dardé, la narine frémissante. « C'est trop fort. Ah, ça, voyons, Jenkins, qu'est-ce que vous appelez la bohème ?» Un mot charmant, par parenthèse, qui devrait évoquer de longues courses errantes au soleil, des haltes au coin d'un bois, toute la primeur des fruits et des fontaines prises au hasard des grands chemins. Mais puisque de toute cette grâce vous avez fait une injure, une souillure, à qui l'appliquez-vous? À quelques pauvres diables à long crin épris de l'indépendance en guenilles qui crèvent de faim, à un cinquième en regardant le bleu de trop près ou en cherchant des rimes sous des tuiles où filtre la pluie? À ces fous de plus en plus rares qui, par horreur du convenu, du traditionnel, du bêta de la vie, ont sauté à pieds joints dans sa marge? Mais voyons, c'est l'ancien jeu, ça.
C'est la bohème de Murger avec l'hôpital au bout, terreur des enfants, tranquillité des parents, le chaperon rouge mangé par le loup. Elle est finie il y a beau temps, cette histoire-là. Aujourd'hui, vous savez bien que les artistes sont les gens les plus rangés de la Terre, qu'ils gagnent de l'argent, payent leurs dettes et s'arrangent pour ressembler aux premiers venus. Les vrais bohèmes ne manquent pas pourtant. Notre société est en fait... Notre société, en fait seulement, c'est dans votre monde surtout qu'on les trouve. Parbleu. Ils ne portent pas d'étiquette extérieure et personne ne se méfie d'eux. Mais pour l'incertain, le décousu de l'existence, ils n'ont rien à envier à ceux qu'ils appellent si dédaigneusement des irréguliers. Ah, si l'on savait tout ce qu'un habit noir, le plus correct de vos affreux vêtements modernes, peut masquer de turpitude, d'histoires fantastiques ou monstrueuses. Tenez Jenkins, l'autre soir chez vous, je m'amusais à les compter, toutes ces aventuriers de la haute. La petite vieille, rose et poudrée, lui dit doucement de sa place. « Félicia, prends garde. » Mais elle continua sans l'écouter. « Qu'est-ce que c'est que mon pavon docteur à Boilerie et de Morat lui-même ?» Et elle allait dire « et le nabab », mais elle se contint. « Et combien d'autres ? Oh, vraiment, je vous conseille d'en parler avec mépris de la bohème. Mais votre clientèle de médecins à la mode, ô sublime Jenkins, n'est faite que de cela. Bohème de l'industrie, de la finance, de la politique, des déclassés, des tarés de toutes les castes. Et plus on monte, plus il y en a parce que le rang donne l'impunité et que la fortune paie bien des silences. » Elle parlait très animée, l'air dur, les lèvres retroussées par un dédain féroce. L'autre riait d'un rire faux, prenait un petit ton léger, condescendant. « Ah, tête folle que vous êtes !» Et son regard se tournait inquiet et suppliant du côté du nabab, comme pour lui demander grâce de toutes ces impertinences paradoxales. Mais Jean Soulet, bien loin de paraître vexé, lui qui était si fier de poser devant cette belle artiste, si orgueilleuse de l'honneur qu'on lui faisait, remuait la tête d'un air approbatif. « Elle a raison, Jenkins, dit-il à la fin. Elle a raison. La vraie bohème, c'est nous autres. Regardez-moi, par exemple. Regardez Hermelingue, un des plus gros manieurs d'écus de Paris. Quand je pense d'où nous sommes partis, tous les métiers à travers lesquels on a roulé sa bosse, Hermelingue, un ancien cantinier du régiment, moi qui, pour vivre, ai porté des sacs de blé sur le port de Marseille, et les coups de raccro dont notre fortune s'est faite, comme se font d'ailleurs tous les fortunes maintenant, nom d'un chien. Allez-vous en dessous le péristyle de la bourse de 3 à 5, mais pardon mademoiselle, avec ma manie de gesticuler en parlant, voilà que j'ai perdu la pause. Voyons, comme ceci. Oh, c'est inutile, répondit Félicia en jetant son ébauchoir d'un geste d'enfant gâté. Je ne ferai plus rien aujourd'hui. C'était une étrange fille, cette Félicia. Une vraie fille d'artiste, d'un artiste génial, désordonné, bien dans la tradition romantique, comme l'était Sébastien Ruiz. Elle n'avait pas connu sa mère, étant née d'un de ces amours de passage qui entraient tout à coup dans la vie de garçon du sculpteur comme des hirondelles dans un logis dont la porte est toujours ouverte, et en ressortaient aussitôt parce qu'on n'y pouvait faire un nid. Cette fois, la dame, en s'envolant, avait laissé au grand artiste, alors âgé d'une quarantaine d'années, un bel enfant qu'il avait reconnu, fait élever, et qui devint la joie et la passion de sa vie. Jusqu'à ses 13 ans, Félicia était restée chez son père, mettant une note enfantine et tendre dans cet atelier encombré de flâneurs, de modèles, de grands lévriers, couchés en long sur les divans. Ce sera la fin pour cet épisode, mais je vous propose qu'on se retrouve prochainement pour un dernier épisode des aventures du nabab avec Félicia, le duc de Morat et le docteur Jenkins et tout le reste des protagonistes de l'histoire. En attendant, portez-vous bien, n'oubliez pas de nous écrire sur les réseaux sociaux en tapant le hashtag VBN, ou vous pouvez également nous revisionner en allant directement sur le site de la chaîne www.d8.tv. Vous allez dans la rubrique divertissement. Quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée ou une bonne journée pour ceux parmi vous qui se lèvent pour aller travailler. À très vite sur D8.